Je rends des livres, c'est le numéro 7, série irrégulière. Au fur et à mesure que je rends des livres à la bibliothèque universitaire, des livres que j'ai empruntés, que je n'ai pas tous lus, généralement. Et on va commencer justement par les livres que je n'ai pas vraiment lus, que je n'ai pas lus du tout. Une série de 3 livres autour de la Palestine, et ça faisait partie des pochettes surprises de Noël en décembre à la BU. Et donc j'avais tiré une pochette surprise Palestine, et j'ai eu le temps de lire un petit récit et de lire une partie d'un recueil de poésie. On va peut-être commencer par ça, Mahmoud Darwish. J'ai des collègues qui sont spécialistes de Mahmoud Darwish, je signale ça et je souligne bien notamment les échanges que j'ai pu avoir avec Carole Boisdin et Claire Placial sur Mahmoud Darwish. Donc il s'agit d'un recueil traduit de l'arabe par Elias Sandbar, publié chez Actes Sud, État de siège, avec des photographies d'Olivier Thébault. Voilà, et donc les photos sont pas mal, bien que la reproduction soit un petit peu petite à mon goût. Et puis les poèmes, pour autant que je puisse apprécier, eh bien c'est du Darwish. Voilà, en profondeur, le présent du verbe poursuit ses tâches manuelles derrière la cible. Je vous ai seulement livré ce quatrain. Voilà, Mahmoud Darwish, État de siège. Un livre que je n'ai pas lu, mais après tout je le note quand même, puisqu'il sera dans mon historique de lecture, et bien il sera dans Je rends des livres. Lumière bleue, traduit de l'arabe par Marianne Weiss et préfacé par Mahmoud Darwish, encore lui. Un roman, un récit de Hussein Al-Barghouti, également chez Actes Sud, et puis toujours Palestine et toujours Actes Sud. Ce petit récit, roman cette fois-ci, on va y arriver, un roman, c'est un peu pareil en l'occurrence, de Adania Shibli, que je ne connaissais pas non plus, une écrivaine qui a comme immense qualité déjà d'être née la même année que moi. Reflet sur un mur blanc, donc, traduit par Stéphanie Dujols. C'est un récit qui travaille la question de l'immobilité, du fait que rien ne se passe d'autre que le souvenir du traumatisme et le souvenir de la mort, en fait, d'un frère, vu du point de vue principalement d'une de ses sœurs. Et je vais vous en lire un chapitre qui m'a assez ému. Un grand miroir se tient au milieu du salon et un petit se trouve dans la trousse de rasage suspendue dans la salle de bain. Un jour oui, un jour non, le père s'assoit pour raser sa barbe. La jeune fille apporte une chaise qu'elle met dans le salon, puis elle va chercher la trousse de rasage. Elle sort le petit miroir et le porte sur la chaise. Enfin, elle va à la cuisine pour revenir avec un verre rempli à moitié d'eau claire. L'eau sale dans le verre coïncide avec le menton propre du père, grâce à la main qui tient fermement le vieux blaireau. Mais il reste un peu de savon sur les oreilles. Puis il s'assoit, lui pour prendre son petit déjeuner, elle pour observer ses os qui remuent près des yeux quand il mâche la nourriture. Le père prend sa voiture, sans que la jeune fille ne sache où il va, même si elle l'accompagne. Parfois elle l'accompagne, parfois elle reste à attendre son retour sur le perron ou à l'intérieur de la maison. La troisième sœur guette le père quand il entre dans la voiture, puis qu'elle s'éloigne en laissant la cour vide derrière elle. Là, elle saute devant le grand miroir. Au milieu du salon, le grand miroir montre la beauté de ce qui se passe devant lui. C'est un extrait du chapitre court, chapitre 7 de la partie intitulée Mouvement, la troisième partie de ce roman que je recommande, Reflet sur un mur blanc d'Adania Shibli. On en vient à un autre livre que je n'ai pas lu, que j'ai à peine ouvert, parce que je l'avais commandé en magasin, un livre sur Averroès, parce qu'en fait comme je suis en train d'avoir du mal à finir le pénultième, l'avant-dernier roman de Salman Rushdie, et qu'il y ait beaucoup question de Ibn Rushd, qui est la prononciation, on va dire, arabe, authentique en quelque sorte, de celui qui est plus connu dans le monde occidental comme Averroès. J'ai emprunté plusieurs livres sur Averroès, et celui-là, en fait, c'est vraiment un commentaire très strict, et c'est pas ça vraiment que je cherchais, parce que je cherchais plutôt un portrait plutôt de la figure intellectuelle et des combats idéologiques autour de la figure d'Averroès. Donc celui-là, je le rends sans le lire. Abdurrahman Badawi, chez Vrin Averroès. On en vient à l'influence délétère, c'est ironique, l'influence délétère que François Bon a sur moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et il m'a fait découvrir récemment avec ses séries Écran de nuit 2 écrivaines, enfin il y en a une que je connaissais quand même, au moins de réputation, c'est Leslie Kaplan, je vais y venir, l'autre que je ne connaissais pas, Laure Murat, et j'ai uniquement pu lire ce texte-ci de Laure Murat,
Flaubert à la motte piquée. J'en ai fait d'ailleurs une lecture dans les 66 secondes de lecture, et puis j'ai dû en parler aussi, je ne sais plus très bien où d'ailleurs déjà, sur Facebook, sur un blog, je ne sais plus. Flaubert à la motte piquée, ben, c'est un projet très simple. Laure Murat raconte d'une manière qui est à moitié, on va dire, autobiographique et subjective, et à moitié en utilisant des outils plus rigoureux de la sociologie. Elle raconte sa traque en fait des lecteurs et lectrices du métro. Elle s'est mise à un moment donné à noter systématiquement et avec le plus de détails possible les titres et les auteurs des ouvrages qu'elle voyait lire à des inconnus, des anonymes dans le métro parisien. Puis il y a même une petite incursion dans le métro new-yorkais à un moment donné. Voilà, Flaubert, la motte piquée, comme j'en ai lu un extrait dans 66 secondes de lecture sur l'autre chaîne YouTube. Là on est sur la chaîne Tanner45, mais sur la chaîne Guillaume Singal, il y a le projet quotidien de publication de lecture d'une petite minute ou d'une grosse minute, ça dépend. Vous retrouverez Flaubert à la motte piquée là-dedans. Et on en vient justement à Leslie Kaplan, puisque je parlais de Leslie Kaplan. Eh bien, François a consacré une vidéo à l'excès l'usine, un texte du début des années 80, dont j'ai fait là aussi une lecture dans 66 secondes de lecture, donc tout est dans tout et tout se répond. Et l'excès l'usine, c'est presque une sorte de série de poèmes en prose autour du monde de l'usine. Donc j'ai commencé à parcourir un peu l'œuvre de Leslie Kaplan, j'ai commandé en magasin presque tout ce que la BU a de Leslie Kaplan, et il y en a beaucoup, donc je vais pas tout lire, mais j'ai commencé un peu à parcourir cette œuvre, à la traverser un peu comme ça. J'aime bien faire ça de temps en temps. J'ai quelques réserves globales, on va dire, sur l'écriture de Leslie Kaplan. Je pense qu'il y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup d'abus aussi, c'est un travers, moi je considère que c'est un travers de la prose narrative contemporaine en France, l'abus des phrases nominales, des phrases infinitives, des phrases courtes, et puis l'abus du on, qui est un on féminisé d'ailleurs ici dans l'excès l'usine, mais qui, bon, en soi, la prolifération du on ne me gêne pas, ça peut être un trait stylistique très touchant, très marquant, très significatif. Il me semble que là, c'est pas forcément entièrement tenu ou entièrement maîtrisé. Bon, je suis un peu méchant. Donc je disais plutôt des poèmes en prose, et je viendrai un peu plus dans le détail des échos d'écriture que j'ai pu rencontrer au début de cette brève traversée de l'œuvre de Leslie Kaplan, que je commence à peine, et donc on aura l'occasion d'en reparler quand je rendrai les suivants. Une lecture rapide peut-être de la page 94 pour donner une idée de cette écriture en archipel en quelque sorte. On arrive, l'usine est là, morceau étendu, détaché et vivant, morceau gros et puissant, libre, séparé et massive, l'usine bouge, on regarde, pleine vie en face, elle est là, les formes se font. Une note un peu annexe, parce que ça fait plus de 10 ans que j'avais envisagé d'écrire quelque chose autour de ça, puis c'est gênant parce qu'il y a des questions de droit, il y a des questions de propriété privée, de droit ou non. Enfin là je peux le signaler, quand on prend des livres, quand on emprunte des livres via les magasins de la BU, on retrouve systématiquement dans chaque livre, quand on les récupère à la banque de prêt, une petite fiche comme ça, qui est la référence magasin, avec le nom, parce que ça permet aux magasiniers, évidemment ils impriment toutes les demandes sur ces petites fiches, et ça leur permet de trouver le livre, de les faire descendre à la banque de prêt et de les trier par emprunteur. Donc là évidemment il y a écrit Singal Guillaume dessus, mais on trouve régulièrement des fiches sur lesquelles on trouve le nom d'un précédent emprunteur avec la date et le tampon. Je trouve ça toujours assez amusant, émouvant. Là, il y a une certaine Chloé Ténière qui avait emprunté l'excès l'usine en janvier 2017, et puis j'ai ma collègue brillante comparatiste et spécialiste de littérature française, Marilyn Eck, qui avait emprunté un Leslie Kaplan depuis maintenant, en novembre 2012. Bon, j'espère que c'est pas trop une indiscrétion de le signaler, mais voilà, mes lectures de livres empruntés à la BU participent de ça aussi. Voilà ce que je voulais dire sur l'excès l'usine. Et j'en viens à d'autres livres de Leslie Kaplan, et je vais procéder par le jeu des échos. Déplace le ciel, c'est un texte théâtral de 2013, récent. Et Le silence du diable, c'est un texte narratif de la première manière de Leslie Kaplan, ça date de 1989. C'est d'ailleurs l'époque où on avait encore l'ancienne maquette POL, avec le papier glacé et
et le logo imprimé comme ça en couleur. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en lisant plusieurs livres courts comme ça de Leslie Kaplan, sinon simultanément, du moins comme ça en masse, on trouve des échos assez étonnants. Et notamment ici, la première page, l'ouverture du Silence du diable, commence comme ça. Le matin, il se réveille et il dit à voix haute « loup ». Il a une image dans la tête, une affiche comme dans un western avec le mot « wanted » écrit en gros et la figure de loup. Lou, L-O-U, c'est le nom de la protagoniste. Désiré, il traduit, et en même temps il donne un coup de poing dans l'oreiller. Non, il corrige aussitôt en jetant l'oreiller à travers la pièce, pas désiré, recherché. Et ça, 24 ans plus tard, dans Déplace le ciel, les mots je ne les comprends pas, recherché, désiré, wanted, les mots à quoi ils me servent à rien, ils ne t'attrapent pas, moi je voulais une vie normale. Ça c'est Déplace le ciel. Et ce court-circuitage m'a permis d'accélérer un peu parce que ces vidéos sont trop longues sinon. Et autre manière d'aller plus vite, je continue à aller pour les petits bouts de papier, j'aime bien parce que j'écris beaucoup dessus en plus. Hein, je m'en sers pour écrire dessus des petites notes comme ça que je fais au fur et à mesure, dont je fais généralement à peu près rien d'ailleurs, donc c'est bien que je finisse par me mettre à la vidéo un peu systématique, ça laissera au moins une trace quelle qu'elle soit. Ça c'est les mines de sel, qui est un roman de 1993, hein, toujours Leslie Kaplan. C'est un roman en fait qui tourne principalement autour de la question de l'adoption illégale et des ambivalences en fait d'un personnage qui est à la tête en fait d'un trafic d'enfants adoptés. Il y a notamment un enfant brésilien qui en fait était un assassin qui avait voulu, par le meurtre en fait, échapper au lot de nombreux enfants brésiliens qui soit d'être assassinés eux-mêmes, soit d'être envoyés dans les mines justement. Donc c'est un roman assez dur par de nombreux côtés. Il se trouve que j'ai écrit un petit texte pas plus tard que ce matin sur Touraine Sereine, sur mon blog. Donc autre trace, pas sous forme de vidéo, donc je peux rendre les mines de sel. Et puis le dernier, Leslie Kaplan pour aujourd'hui, et le dernier livre dont je vais parler dans ce 7e épisode de Je rends des livres, c'est Depuis maintenant Miss Nobody Knows. Et celui-là, il est de 1996, et c'est apparemment, parce que je n'ai pas lu encore les autres, le premier d'une série de livres que Leslie Kaplan a appelé Depuis maintenant. Il m'avait semblé comprendre que c'était des textes en fait autobiographiques, mais en fait celui-là ne l'est pas, ou alors s'il l'est, il le fait sous le couvert de la fiction. Et depuis maintenant, je veux juste raconter ça. Depuis maintenant, c'est un texte qui parle beaucoup, j'allais dire dont le cadre est, mais en fait c'est pas le cadre, parce que c'est à la fois le cadre et le tableau, les occupations d'usines en 1968. Alors c'est amusant en quelque sorte que je traverse comme ça cette œuvre de Leslie Kaplan, dans laquelle 68 revient pas mal, justement au début de l'année où on commence un peu, j'allais dire, à nous bassiner avec les commémorations de mai 68. Je dis bassiner parce qu'il me semble que actuellement on nous parle énormément de tout le côté culturel, de tout le côté hippie finalement, plus ou moins, et on est en train de passer totalement sous silence à l'aspect révolutionnaire et prolétarien qu'il y a eu dans cette aventure de mai 68 et de l'année 68. Donc on est un peu en train de réduire mai 68 à ces éléments, aux éléments finalement les plus facilement politiquement assimilables par le capitalisme dans lequel on est englué actuellement. Donc depuis maintenant, Miss Nobody Knows, qui est le portrait de deux personnages, il y a une narratrice, et en fait elle fait à la fois le portrait de celle qu'elle appelle Miss Nobody Knows, qui est une amie qu'elle croise comme ça, une jeune femme qu'elle croise comme ça, qu'elle héberge pendant un temps puis qui redisparaît, et surtout en fait de son oncle qui s'est suicidé, dont elle s'imagine, c'est le point de départ du livre, qu'en fait il ne s'est pas suicidé, des années et des années après sa mort, elle se dit qu'en fait il a peut-être été tué. Donc elle fait une sorte d'enquête mémorielle un peu sur la figure de cet oncle, et donc elle revient évidemment sur l'époque immédiatement antérieure à ce suicide, à la mort de cet oncle,
qui est mai 68. Alors sachant que l'oncle était à la fois très pro-guerre du Vietnam, par provocation, travaillant dans la publicité, alors qu'il avait il avait fait des études d'humanité et de lettres, donc figure comme ça un peu ambivalente, mais qui en fait a participé, elle le découvre, à une occupation d'usine, a même fait partie du comité de pilotage en quelque sorte de cette occupation. Il assurait les gardes, etc. Donc il y a tout ce... Voilà, donc coïncidence un peu de la lecture, on est en 2018 et je lis ce livre qui quand même, finalement je trouve, on dit plus long à travers la fiction, et ce livre-là vraiment est assez beau quand même, il est assez... voilà, c'est de tous ceux que j'ai cités, si je dois pour moi n'en conseiller qu'un seul, ça serait celui-là, sur ces 5 là, depuis maintenant, Miss Nobody Knows. Donc voilà, donc il y a les occupations d'usine en mai 68. Alors c'est quand même hallucinant les coïncidences, pour continuer, parce que hier soir, je lisais le tout dernier livre publié de Jacques Roubaud, son autobiographie romanesque, qui s'appelle Peut-être ou la nuit de dimanche, brouillon de prose, et en fait il parle des occupations d'université. Donc il parle lui aussi de mai 68 et d'une occupation à laquelle il a participé, qui était l'occupation de la Société des gens de lettres. Donc voilà, alors dans le cas de Roubaud, la coïncidence est peut-être moins une coïncidence, parce que ça sort bien évidemment au début de l'année 2018 et je le lis au moment où ça sort, mais quand même voilà, c'est assez frappant. Donc pour en revenir à Leslie Kaplan, depuis maintenant, Miss Nobody Knows, on va retrouver là encore un écho. Je vais aller rechercher Des Places le ciel. Non, je dis des bêtises. Est-ce que c'est Des Places le ciel? Non, c'est Le silence du diable. Je vais aller rechercher Le silence du diable parce que c'est le même numéro de page 109. Il y a la même image, il me semble. Il faut juste que je ne dise pas de bêtises. Je suis en train de dire une bêtise. Attendez, je m'étais noté ça. Ouais, il me semble. Où est-ce que c'est que je dise pas? Je suis en train de me tromper. Il me semblait qu'il y avait cette histoire. Non, je retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais lire le passage sur les mosaïques dans Miss Nobody Knows. Et il me semblait qu'il y avait aussi des mosaïques dans Le silence du diable. Bon, bah, j'ai dû rêver. Bon, je vais lire le début du dernier chapitre de Miss Nobody Knows. Deuil général dans la société, mélancolie, lourdeur répétée. Mais il y a ces moments où quelque chose se passe, où tout s'ouvre, où vient sur le devant de la scène ce qui était là, dessous, entravé, impossible, ce que Stéphane avait entreaperçu mais n'avait pu vivre, l'évidence, l'audace. Partir, aller vivre et travailler avec les gens, dans l'idée de changer la société, le monde, la curiosité pour les lieux et le support d'une question sur la vie. Ou est-ce le contraire? C'est quoi vivre? Vivre précisément là, les fenêtres allumées, les lumières. Qui vit là? Qui vit? Une rue en pente, un tramway, les cafés-tabac, la vie Ricard. Vivre toujours au même endroit, tricoter, bout de laine, vie pelote. Ou récupérer les vieux meubles dans les décharges, les soigner, ramasser des bouts de vaisselle cassés, jeter, fabriquer une vie morceau par morceau, vie mosaïque. Ou rien, aucun assemblage, la vie gravat. Dans la ville, tout est nouveau, inconnu. Les rues qui montent et qui descendent, bordées d'arbres, voûtées de feuilles. Les bus rouillés, les berges bleues, tout paraît dessiné, couleur simple. Et pourtant étrange, étranger. Les carrefours, les routes qui se croisent, s'éloignent, les camions, les gens, imaginez ce qu'ils pensent. Quand on leur parle, se demander si l'on a bien compris, si c'est bien ça. Bonheur du corps, circuler à vélo, même le pousser est agréable. On vit une expérience, bien conscient de le faire. Tout saisir, tout attraper par tous les bouts, essayer. Après sans doute, quand le monde se dérobera, quand le décalage sera trop grand, ou simplement se révélera pour ce qu'il était, ce côté heureux sera mélangé. En attendant, c'est joyeux, un peu guerrier.